mais quand même, merci de votre présence et à tous pour cette table ronde sur le travail collaboratif. Le sujet est tout ce que la crise nous aura appris sur le travail à distance forcé et prolongé. Et puisqu'on parle de travail à distance, nous avons un intervenant à distance qui n'est autre que Renaud Gillard. Renaud, vous travaillez chez Tixéo. Bonjour Renaud. Bonjour, enchanté. Et sur scène, j'ai Jean-Michel Lambert. Alors Jean-Michel, vous êtes responsable avant-vente chez Jalios. C'est ça, bonjour. Et Bernard Ouary, vous êtes CEO. Bertrand, je le dis à chaque fois Bernard, alors que Bertrand c'est beaucoup mieux. Mais on m'a fait le coup Bernard en 6e. Ah, voilà, j'ai pas voulu ça. Alors Bertrand Ouary, vous êtes CEO et cofondateur d'Audiwi. Ouais, tout à fait. Alors donc, on va tous les trois parler de télétravail et de crise. Je vais commencer par Jean-Michel. Alors là, déjà, vous travaillez chez Jalios. Voilà. Imaginons que parmi ceux qui nous regardent, il y en ait quelques-uns, une poignée qui ne sachent pas exactement ce que fait Jalios. Pourriez-vous nous rassurer en nous expliquant ce que fait Jalios? Alors Jalios est un éditeur de logiciels qui existe maintenant depuis 20 ans et on est actif dans le monde de la digital workplace. Donc, on est basé en France, au Chênay, à côté de Versailles. Et ça fait 20 ans qu'on existe et on vient du monde de l'intranet et maintenant de la digital workplace. Ça tombe bien puisqu'on va parler de digital workplace. Alors à ce sujet-là, il était peut-être intéressant de commencer cette table ronde par une définition et vous m'en avez donné une qui m'a bien plu. J'en ai une toute prête. Allez. Alors la digital workplace est un environnement de travail numérique dans lequel chaque collaborateur, selon ses rôles, c'est-à-dire selon le travail qu'il va faire, selon les moments de la journée, selon le besoin de son travail, va accéder aux applications, aux personnes, aux informations et au savoir pour travailler efficacement avec le reste de l'entreprise. Avec le reste de l'entreprise, parce que c'est vraiment travailler, c'est pas seulement avec une seule personne, c'est pas seulement pour lui, mais c'est vraiment toute l'organisation. Je pense qu'on va élaborer toutes ces facettes de la digital workplace tout à l'heure avec Bertrand. Donc, pareil, même question pour ceux qui ne connaîtraient pas Audiwi. Il y en a peut-être un ou deux dans la salle, peut-être. Pouvez-vous nous rappeler ce que fait Audiwi? Alors, nous, Audiwi, on est prestataire de services. Alors, on est basé à Nantes, nous, dans l'ouest de la France, et on intervient sur tout le cycle de la transformation digitale, donc dans l'accompagnement. On n'est pas éditeur de solutions spécifiques, mais on est vraiment dans l'accompagnement. Donc, on développe des solutions sur mesure, et on accompagne nos clients avec des produits, des solutions du marché, quoi. Vous êtes plus spécialisé sur la branche PME-PMI. Voilà, exactement. Alors, justement, je vais profiter de ça pour avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé dans les PME-PMI suite à... Il paraît qu'il y a eu une crise sanitaire. J'ai entendu parler de ça assez récemment. Ouais, un petit des truc, télétravail, un truc plus. Donc, alors, quel était le sentiment de ces PME-PMI face à ce travail à distance forcé et brutal? Ouais, ce que vous venez de dire, effectivement, ça a été la réalité, ça a été forcé et brutal. Nous, ce qu'on a ressenti par rapport à nos clients, ça a été du jour au lendemain, oula, j'ai toutes mes équipes qui ne peuvent plus venir au travail, comment je fais pour qu'elles puissent continuer à travailler? Et le premier réflexe, ça a été de partir sur, déjà, il faut des ordinateurs portables pour leur donner un moyen de travailler. Et puis après, c'est comment j'échange avec elles, comment on travaille ensemble, comment on collabore. Et donc, sur le premier confinement, ça a été cette démarche-là qui a été très rapide, trop rapide, et du coup avec certaines lacunes, quoi. Voilà. Sur 100 PME, il y en aurait combien selon vous qui étaient dans cet état de perte de repères complet? Si j'exclus déjà les PME qui sont plutôt dans le métier proche du numérique, ouais, Bertrand. Voilà, donc si j'exclus un peu les PME quand même orientées digitales, le reste, que ce soit du tertiaire, de l'industriel, pas forcément adapté déjà à la techno, plus ou moins des outils, des choses. Donc c'est facile, du 70% sur ce domaine-là. Énorme, énorme. Alors, Renaud, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bien. Alors, Renaud Gillard, vous êtes président de Tixéo. Pareil, même question. Qu'est-ce que fait Tixéo? Dites-nous. Tixéo, on est éditeur de solutions de visioconférence sécurisées. Alors, on est éditeur 100% français et aujourd'hui, on est la seule solution qui est certifiée et qualifiée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, on fait des outils de visio pour des réunions confidentielles. Voilà, et on va garantir la confidentialité des échanges. Alors, on est chez Tixéo
répartis à travers toute la France, puisque ça fait 6 ans maintenant que Tixeo est une FROG, une Fully Alors, Remote Organization. c'est quoi Frog? Donc, alors, Fully Remote Organization, c'est-à-dire une entreprise 100% télétravail. Et d'ailleurs, vous en êtes un Donc, j'ai exemple des vivant. collaborateurs qui sont répartis dans toute la France. Alors, la visioconférence, tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'y est mis plus ou moins facilement, avec plus ou moins de succès. Il y a eu certains grands noms qui ont connu du bashing. Vous êtes une solution de visioconférence supplémentaire. Qu'est-ce qui vous différencie de celle dont on entend parler tous les jours? Écoutez, on a deux axes différenciants. Le premier axe, comme je disais, c'est la sécurité des visios. C'est vraiment notre ADN. Et on a une technologie de chiffrement de bout en bout qui est absolument unique sur le marché. Et le deuxième axe, c'est un axe qui s'est fait un petit peu par hasard, dans le sens où ça fait 6 ans qu'on est en télétravail. Et donc, on a adapté la solution Tixeo à notre mode d'usage en télétravail. Et donc, c'est vrai qu'on a développé une fonction qui s'appelle Tixeo Fusion et qui nous permet de télétravailler d'une manière absolument unique, dans le sens où on recrée, si vous voulez, des open space virtuels. Et on est connecté toute la journée avec ses collaborateurs et on va pouvoir recréer les interactions qu'on a en présentiel, mais de manière dématérialisée. Et voilà, c'est une toute nouvelle approche, j'allais dire, de fournir le télétravail dans l'entreprise. C'est de la visio 24/7, quoi. Enfin, pas 24/7, les gens ont le droit de dormir quand même, mais Non, pendant la... C'est vrai que c'est la visio à 9h le matin, on se connecte, je vois mes collaborateurs sous forme de bulle vidéo, j'ai pas le son. Si je clique sur une bulle, je suis en communication avec un collaborateur. Si j'ai des collaborateurs qui communiquent entre eux, je vais voir les bulles se rapprocher et prendre la même couleur. Et je peux m'incruster dans la conversation, comme s'ils étaient à la machine à café dans un open space. Et en fait, on va recréer cette interaction haute fréquence qu'on peut retrouver en présentiel. Et donc, on va éliminer le risque numéro 1 du télétravail, qui est l'isolement. On en reparlera tout à l'heure. Donc c'est une visio immersive en quelque sorte. On est tout le temps intégré. C'est un open space virtuel à la taille de l'entreprise, extrêmement atypique et hyper sécurisé. Et c'est pas forcément le point fort de d'autres concurrents qu'on ne citera pas par charité chrétienne, évidemment. Avez-vous quelques petits exemples ou quelques grands exemples de clients qui vous ont fait confiance, qui sont des fans aujourd'hui de Tixeo? Écoutez, on a des clients historiques comme Nexter. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients. C'est des OIV, c'est des opérateurs d'importance vitaux en France. Mais je ne peux pas la citer, je ne peux pas citer la liste parce que la liste est secret défense. Mais disons que je peux citer des clients de type Nexter, on a le CEA, on a Orange, on a l'armée, on a le Crédit Agricole. Ce sont des clients où l'échange, la nécessité de confidentialité des échanges est primordiale. Voilà. Et au-delà de ça, on a aussi des petites PME qui viennent nous voir parce qu'on est un bon outil de visio et de collaboration. Jean-Michel, alors on a vu tout à l'heure avec Bertrand ce que ressentaient les PME. Quel est votre sentiment par rapport aux attentes des clients pendant cette période un peu atypique? On a eu des demandes pour remettre de la communication, vraiment de la communication descendante. Jaleo, c'est une plateforme modulaire, donc on a des clients qui prennent plus ou moins de modules. Et ces dernières années, on prédisait même la mort et la fin des intranets de communication classique où tout allait se faire dans des flux de discussion simplement. Et là, dès le début, au même moment que Bertrand, on a des clients soit des clients qui utilisaient déjà Gelios, qui sont venus nous demander en fait, est-ce que vous pouvez maintenant nous activer cette communication descendante? On doit faire passer des messages à nos collaborateurs, on doit les rassembler, il y a un peu vraiment les embarquer puis les rassurer aussi. Et donc, on a vraiment cette fonctionnalité qui est redevenue l'élément principal de la Digital Workplace, vraiment important. On a même des clients qui nous ont contactés uniquement pour avoir cette brique-là, vraiment de la communication. Donc c'est vraiment un aspect qu'on trouvait qui était en train de disparaître et qui est revenu vraiment central et moteur dans le déploiement de la Digital Workplace. Il y avait un besoin réel de communiquer vers le collaborateur qui justement était laissé un petit peu à lui-même. C'est ça, de le rassurer, de lui donner les informations, comment le travail va continuer. Et le deuxième élément très moteur là-dessus, c'est que c'est la population à laquelle on s'adressait. Il nous arrive de mettre des populations, la plateforme, que pour certaines populations, les gens qui sont à l'administratif, les gens qui sont au siège, et là on devait s'adresser vraiment à 100% des organisations, y compris les personnes qui ne se connectaient pas et qui ne pouvaient pas se connecter aux anciens intranets
avant. Donc il fallait trouver le moyen de leur communiquer un login, un mot de passe, une URL pour pouvoir se connecter. Et maintenant, ces plateformes-là sont vraiment ouvertes quasiment à 100% de la population. C'est le cas par exemple chez Even, qui est dans l'agroalimentaire, où c'est beaucoup de petites structures. C'est des gens qui ne se connectaient pas avant sur l'intranet, ou très très peu, et certains n'avaient pas de compte. Maintenant, toutes ces structures-là ont reçu les informations du groupe central à travers la Digital Workplace et l'intranet. Alors, pareil que Renaud, pour figer des idées, avez-vous quelques exemples de déploiement client que vous pouvez partager avec nous? Oui, alors c'est assez variable. On va retrouver, par exemple, sur le groupe U, on va retrouver, c'est du portail magasin. C'est faire descendre l'information et faire travailler les magasins entre eux dans une plateforme. Sur lequel on échangeait tout à l'heure, et c'est assez intéressant, on a 45% à peu près de notre chiffre d'affaires dans le public, c'est des communautés de communes, où là le déploiement s'est vraiment fait et a été poussé c'est fait pendant la crise. Il y a un accélérateur. On en a d'autres, c'est des accélérateurs, celui-là je ne vais pas le citer, mais c'est une mairie qu'on voyait depuis plusieurs années sur des salons, à qui on faisait des démonstrations qui étaient intéressés. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de sponsor en interne pour mettre en place le projet. L'équipe projet était prête, ils avaient choisi la solution, et quand il y a eu la crise, ce besoin de rassembler les gens, de communiquer de l'information, de les permettre de collaborer entre eux et d'échanger entre eux à distance, a fait que le projet s'est mis en place en moins d'un mois. Ils sont vraiment passés en go live directement. Alors, toutes les entreprises, petites, moyennes, grosses, ont mis du télétravail de façon forcée et brutale, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas pour autant que 100% des projets ont été des réussites. Il y en a qui sont moins bien passés que d'autres. Quelles leçons vous tirez de cette expérience à l'échelle ? Je crois qu'à l'échelle, il y en a plusieurs. L'outil ne fait pas tout. Il ne suffit pas de mettre un outil en place et de croire que l'outil, même si l'outil est très très bien, très simple, l'outil ne fait pas tout, il faut accompagner les utilisateurs. C'est un projet de mise en place, on accompagne, et surtout, c'est important aussi d'adapter la plateforme, la solution au public qu'on va avoir pour montrer en fonction des personnes qui se connectent les bonnes informations, les bons outils, de ne pas l'inonder d'informations non plus en fonction de ce qu'il veut faire. Ce qu'on a aussi, c'est que quand on doit accompagner ces utilisateurs-là, ce qui devient compliqué, c'est d'accompagner des utilisateurs qui sont en mode... Il y a des gens qui sont sur place, il y a des gens qui sont à distance. Et là, une leçon que nous, on a tirée, on a fait évoluer notre outil là-dessus, c'est rajouter des petits outils d'aide, malgré tout, pour pas que l'utilisateur soit perdu. Dès que j'ai un problème, je ne peux pas demander à mon voisin, alors tout le monde n'est pas équipé de Tixio, donc je ne peux pas demander à mon voisin directement l'aide sur comment je lance telle application. Donc c'est maintenant très important d'avoir dans ces outils des petites bouées. Nous, on a une petite bouée, une petite boussole, sur laquelle je peux cliquer à tout moment, poser ma question, trouver l'information pour accéder, lancer l'application, retrouver le document. Bertrand, on n'a pas encore parlé des exemples clients de Tixeo, mais qui utilise? Alors, on dit oui. Pourquoi on dit oui. Nous, donc, on s'adresse sur un marché qui est plutôt effectivement, comme je disais tout à l'heure, TPE, PME. Nos clients et des références, c'est les architectes, c'est la boîte industrielle du coin, c'est vraiment tous ces clients-là. On leur a apporté déjà des premières briques simples, ne serait-ce que la partie messagerie. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui travaillaient encore parce qu'elles étaient en papier, non sur papier, chacun avait sa boîte Wanadu ou autre, quoi. Voilà. Hein. Donc, pour donner un petit peu l'historique. Oui. Donc ça a été déjà de les accompagner pour mettre en place un outil pour pouvoir ne serait-ce qu'échanger entre eux facilement, quoi, et de les accompagner au fur et à mesure. Et puis d'autres choses, hein, c'est une société dans le bâtiment où là, on est dans une digitalisation qui finalement est collaborative, c'est-à-dire qu'on avait les commerciaux qui partaient chez les clients, ils sont dans le B2C, et ils partaient avec des fiches pour signer des bons de commande, et puis il fallait rapporter les fiches à l'administratif, que ce soit traité, planifier, intervenir. Voilà, on a digitalisé tout ça, donc finalement on a mis du collaboratif parce que le commercial a une vue sur les plannings, il peut déjà prévoir ça, ça remonte au niveau du back-office, il a une vision des produits, de tout ça. Voilà, donc on n'est pas forcément dans un schéma de workplace, mais dans un schéma de digitalisation où on amène la collaboration entre les équipes et du lien rapide et efficace, quoi. Et alors la question est pour vous deux, est-ce qu'il y a également les besoins de faire de la communication, alors
du collaboratif avec ses propres clients. On voit la Digital Workplace comme quelque chose à l'intérieur, mais puisque les gens, les commerciaux, vous venez de le parler, ne pouvaient plus facilement se rendre chez leurs clients, il fallait aussi qu'il y ait d'autres moyens de substitution. Est-ce que vous avez eu affaire à ces types de problèmes où il fallait installer de la workplace entre les commerciaux et puis leurs propres clients? Alors nous, on n'a pas sur des clients B2B, par exemple, on a des plateformes qui servent à échanger des documents, mais aussi à descendre de la communication, vraiment de l'actualité. Comment est-ce que je vais pousser l'actualité? Avant, on était juste sur de l'échange de documents, donc je viens déposer le fichier, le récupérer, mais là, j'ai besoin de pousser l'actualité. On a aussi des exemples, les rencontres, les kick-offs ne se font plus. Comment est-ce que je peux prévenir mes clients que je vais avoir une personne et puis le rassembler. Et on a un exemple à La Redoute, ils font ça avec leurs fournisseurs. Passer de l'information à leurs fournisseurs, les fournisseurs de La Redoute, passer de l'information et faire remonter de l'information avec les fournisseurs. Ça, je pense que c'est pas propre à la crise qu'on a connue, mais c'est vraiment ces extranets un peu d'échange, c'est vraiment une démarche qui est en train d'arriver en ce moment sur le marché depuis quelques années. Alors, Bertrand, à la lumière de ce qui s'est passé, des expériences clients que vous avez vécues, quelles seraient peut-être les bonnes pratiques à réutiliser et surtout les écueils à éviter? Les écueils, c'est que le Covid est arrivé du jour au lendemain, donc effectivement, ça a été une précipitation sur comment je fais demain, il faut que je continue de travailler, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc partir un peu tous trop rapidement. Et malheureusement, effectivement, l'outil, il a beau avoir une ergonomie, une interface très bien faite, très, très, très simple, ça ne fait pas tout. Effectivement, il faut vraiment accompagner les clients. Donc, c'est un projet qui demande de la réflexion, qui demande aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, du sponsoring. C'est-à-dire que si on n'a personne qui va porter le projet en interne côté client, on a beau, nous, en tant que prestataire, en tant que fournisseur, de le porter, de l'accompagner, il nous faut un relais en interne aussi, quoi. Voilà, ça c'est important. Donc pas se précipiter, avoir du relais, travailler son projet et bien comprendre son besoin, parce qu'il y a plusieurs solutions aujourd'hui sur le marché. Il y en a qui vont être adaptées, d'autres qui ne vont pas correspondre à mon besoin. Donc vraiment travailler effectivement par rapport à ça. Chaque société est différente et chacune a un besoin différent, quoi. Alors Bertrand, il semblerait que l'année 2020 et 2021 aient vu exploser les records de cyberattaques. Est-ce que la sécurité, c'est quelque chose qui a été brutalement pris en compte par vos clients? Est-ce qu'ils ont une attente particulière par rapport à ça? Alors, oui, il y a une attente, effectivement. Nous, on l'a ressenti déjà sur un aspect un peu plus réglementaire, avec des professions type avocat, notaire, cabinet comptable ou autre, qui étaient un peu réticents à mettre en place des outils Microsoft, Google, parce que les plateformes sont aux États-Unis. Donc voilà. On reparlera de souveraineté tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, nous, sur la sécurité. Sur la sécurité, encore une fois, c'est une histoire de combien de bretelles, d'airbags je vais prendre pour me protéger, et à quel niveau je vais par rapport à un budget aussi. Voilà. Donc, nous, on voit la différence entre une petite TPE et une plus grosse PME à notre échelle. La sécurité, oui, elle est importante. Maintenant, il faut un outil qui puisse être facile, que je puisse mettre en place et qui ne va pas me coûter trop cher. Trop cher. Voilà. Alors, je vais me tourner vers un spécialiste de la sécurité, n'est-ce pas Renaud, puisque c'est quand même un des points forts de la solution Tixeo. Donc, j'imagine que c'était un argument supplémentaire pour déployer votre solution. Qu'est-ce que vous apportez de particulier, de spécifique sur la sécurité des données, sur la localisation des données, le chiffrement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais si on peut faire un petit panorama des solutions de sécurité. Après, sur l'aspect des solutions de Tixeo, on a une technologie unique de chiffrement, mais si on doit avoir une réponse plus large par rapport à la sécurité, dans le nouveau monde dans lequel on est, c'est-à-dire où on a des travailleurs qui sont nomades, soit ils sont en travail hybride, soit ils sont en télétravail. On peut travailler de l'entreprise, de domicile, on peut travailler en vacances. Moi, j'ai des collaborateurs qui font du télétravail, donc ils se retrouvent à travailler au Baleares ou un peu partout. Il faut repenser, je pense, la sécurité. Alors, il y a des nouveaux risques, mais il y a aussi de nouvelles opportunités. Et nous, de manière pragmatique, puisqu'on a 6 ans de recul, puisqu'on chez Tixeo, ça fait 6 ans qu'on est en télétravail, donc on a mis 6 ans à sécuriser, à améliorer nos processus. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de changer de paradigme où
il y a le monde de l'entreprise sur site, où on sécurise le site, et après, il y a le mode télétravail. Donc, je pense qu'il faut uniformiser les règles de sécurité et considérer le site de l'entreprise comme un site quelconque en déplacement, comme le domicile ou un espace de coworking. Et donc, à partir de là, on dit, je ne sais pas moi, nous les conseils qu'on donne, c'est déjà les serveurs, pas de serveurs dans les entreprises, les serveurs, ça va dans des data centers, c'est la première règle de sécurité. Il faut utiliser le VPN partout, mais quand je dis partout, c'est autant de chez soi en télétravail que si on est sur le site de l'entreprise, parce qu'on considère le site de l'entreprise comme un site comme un autre. Il faut sensibiliser l'utilisateur à des nouveaux risques. Comme on utilise beaucoup les ordinateurs portables, nous, on fait des espaces de coworking, on leur dit à nos collaborateurs, faites attention aux indiscrétions sonores et visuelles. Quand on est dans un espace de coworking, on peut tout entendre à côté, il peut y avoir des fuites d'informations énormes. Donc on leur dit, prenez des bureaux dédiés, utilisez votre connexion personnelle plutôt que la connexion Wi-Fi, utilisez des filtres. On n'est peut-être parano chez Tixéo, mais nous, c'est ce qu'on met dans notre charte, j'allais dire, l'interne. En mode nomade, tous nos disques durs, tous nos ordinateurs chez Tixéo sont chiffrés. C'est tout bête, il faut qu'ils soient chiffrés. Pourquoi ? Parce que, par définition, le risque d'intrusion et de vol de disques durs est beaucoup plus important quand on fait du télétravail que quand son poste de travail est uniquement dans l'entreprise. Donc ça, c'est les nouveaux réflexes qu'il faut avoir. Et après, j'allais dire, dans le choix des solutions, il faut choisir des solutions souveraines, des solutions françaises ou européennes qui ne soient pas soumises, comme tous nos concurrents, au USA Patriot Act, au Cloud Act, et avec toutes les conséquences en termes de confidentialité de données que ça apporte. Et puis aussi, on peut dire, en termes de sécurité, privilégier l'authentification forte aussi, qui va être en plus dans le process. Voilà. S'il faut repenser, si vous voulez, décentraliser finalement la sécurité et prendre le cas du nomadisme comme le cas général et non plus comme le cas particulier. Voilà notre approche chez Tixéo. Alors, je voulais également vous interroger, parce que vous êtes une société très atypique, le FROG, je répète, la Fully Remote Organisation, et j'en connais pas d'autres à part vous. Vous aviez déjà cet ADN de management à distance, mais ce n'était pas le cas de toutes les entreprises. Est-ce que vous avez ressenti un impact de cette nouvelle façon de travailler sur les modes de management ? Ah ouais, non, mais si vous voulez, on a eu énormément de clients qui ont vécu assez mal la mise en télétravail forcé, pour ainsi dire. Nous, ce qu'on conseille, c'est de garder les mêmes habitudes de tous les jours. C'est-à-dire de se connecter, d'être en visio le plus longtemps possible avec son équipe. Qu'il y ait un lien continu pour garder toutes ces relations informelles. Si vous voulez, tous nos clients qui faisaient un point en visio le matin à 10h et après plus de contact sur toute la journée, ça c'est l'organisation la plus catastrophique, ce qui ne peut pas tenir dans le temps. Et c'est là où on va aller sur des écueils en termes de motivation et d'isolement. Donc, on garde ses habitudes. Après, nous, on voit les clients qui mettent en place le travail hybride, c'est bien, mais on leur dit quand même, faites attention au travail hybride. Ce n'est qu'une étape, finalement, dans le process d'évolution des entreprises, parce que le travail hybride, vous ne bénéficiez pas des avantages véritablement du télétravail. Le salarié est obligé d'avoir son domicile assez proche de l'entreprise s'il doit venir quelques jours encore au travail d'entreprise. Donc ça, c'est des choses... Si vous voulez, on leur dit, réfléchissez à véritablement mettre des postes en télétravail, ainsi de suite. On leur dit aussi, quand on dématérialise une équipe, il faut dématérialiser l'équipe dans son ensemble. On déconseille de scinder en deux une équipe, d'avoir une équipe qui est sur site et une équipe qui est en remote. Ça, en général, ça ne marche pas trop. Voilà. Donc c'est vrai qu'en termes d'organisationnel, on a vu des clients qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Nous, on leur conseille simplement de garder les mêmes habitudes et d'essayer de garder les mêmes, les telles réunions le lundi. On garde les mêmes rituels de l'entreprise et pour pas qu'il y ait de déstructuration au niveau organisation. Ouais, ça, c'est notre conseil. Jean-Michel, même question sur l'impact managérial. Est-ce que ça a changé les modes de management ? Est-ce que ça va être durable ou pas ?
Alors, sur les modes de management, ouais, je crois qu'on a besoin, il y a des personnes qui vivent pas forcément bien le fait de ne pas revenir au travail régulièrement, de ne pas voir les collègues, et surtout en termes de management, c'est de plus en plus de clients qui mettent en place, on a une solution de chat qui peut être intégrée ou utiliser d'autres solutions, mais des points réguliers avec ses collaborateurs, des 1-1-1, des one-to-one très réguliers. On a aussi, et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, mais des salles extra-professionnelles dans lesquelles on va pouvoir discuter. Nous, on appelle ça le café du commerce. Chez nous, c'est une salle. Voilà, si j'ai envie de discuter avec mon collègue, je vais pouvoir aller de sujets dans cette non salle. professionnels. Ouais. Et donc, dans le management, pour le suivi, on a de plus en plus, notamment pour les nouveaux arrivés dans une entreprise, ça doit être horrible de commencer un nouveau travail dans cette période-ci où on n'est pas au bureau, en plus quand c'est hybride et que les choses sont plus ou moins en train de se mettre en place. Donc, nous, on a mis en place ce système de parcours. En fait, vraiment, petit parcours, c'est pas grand-chose, c'est des petits rappels. C'est rappeler au manager d'appeler la personne qui vient d'arriver, de pousser du contenu régulièrement à la personne qui vient d'être arrivée. Ça se fait automatiquement en fonction de parcours qui sont pré-paramétrés. Donc, je suis là, j'ai de l'information qui vient en même temps et j'ai des visios qui se démarrent avec mon manager. Bertrand, il y a un côté schizophrénique aussi dans cette période-là, parce que tout le monde, quel qu'il soit, a l'habitude de travailler avec un smartphone, des applications grand public, donc on a l'impression qu'on est tous des dieux du numérique, alors qu'en fait, ce n'est pas totalement vrai. Est-ce qu'il y a eu besoin d'une formation presque de base sur les métiers du numérique, malgré le fait qu'on est soi-même consommateur quotidien de grandes applications grand public ? Oui, effectivement, on l'a bien vu, nous, avec nos clients, où finalement, on a eu plus de demandes sur de l'accompagnement, sur un peu de formation, sur l'utilisation. Parce que oui, on a tous un téléphone, on a tous un smartphone, mais je le vois même finalement, parce que là, on s'adresse à une population professionnelle. Mais si je vois, moi, avec les enfants, mes propres enfants qui ont fait du téléenseignement, même eux qui étaient à la dicte et autres, ont eu du mal à bien s'imprégner du travail à distance, de comment je fais, comment je me connecte, comment je travaille, comment j'utilise l'outil et comment je me comporte. Voilà, je m'amuse pas avec la souris à balader partout. Voilà. Et donc on a vraiment ressenti ça, effectivement, un besoin fort d'être accompagné. Encore une fois, parce que l'outil ne fait pas tout et qu'il faut le prendre en main, il faut aider, effectivement c'est le change management dans beaucoup de projets. De toute façon, aujourd'hui, la conduite du changement est très importante. Et là, elle a été encore plus importante parce que ça a été violent, ça a été brutal, ça a été rapide, quoi. Voilà. Alors, ça n'a pas satisfait tout le monde. Il y a certains travailleurs qui se sont retrouvés tout seuls à leur maison, dans leurs 2 pièces, enfermés, des sensations d'isolement. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que ça a apporté des demandes supplémentaires de la part des gens ? Oui, et alors, là c'est pareil. Alors, je fais la comparaison avec le frog de chez Tixeo. Moi je vois dans ma société, peu importe les catégories d'âge finalement, moi j'ai des jeunes développeurs, on peut se dire tiens, ils sont tranquilles, ils sont chez eux, ils sont développeurs, ils travaillent dans leur coin impeccable. Finalement, ça a été certains les premiers à vouloir revenir au travail. Donc il a fallu les accompagner par rapport à ça et trouver des compromis aussi. Je pense qu'on a une différence entre les grands groupes, les petites structures, déjà aussi entre Français et puis les groupes qui sont plutôt américains. Voilà, les amis qui sont dans les sociétés américaines et même en France, c'est du full remote depuis 1 an et demi. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va vers un mix hybride qui n'est pas forcément simple. Chaque société va s'organiser. C'est pas simple, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi. Sur l'aspect de séparer un peu les activités parce que il y en a qui sont un peu en remote, d'autres qui ne le sont pas, mais après moi je vois sur ma partie technique où on intervient chez des clients sur la gestion des serveurs, des parcs informatiques et d'autres choses, je ne peux pas les mettre en remote, c'est pas possible. Voilà, on fait de plus en plus de choses en téléassistance, en télédistance, mais il y a encore besoin de cet acte de présence, quoi. Renaud, un petit peu comme disait Nicoletta, chez vous la solitude ça n'existe pas. Il n'y a pas d'isolement des travailleurs parce que vous êtes en visio permanente et c'est peut-être ça le secret finalement. Je pense, oui. C'est le secret, c'est le lien continu en définitive avec ces équipes. Et même s'il est dématérialisé, ce lien social existe en fait. Et il peut remplacer le lien social en présentiel. Mais il faut qu'il soit continu.
Nous, vraiment, on a ce lien, ce sentiment de solitude, on l'a pas chez Tixéo. Vraiment, avec 6 ans de recul, on l'a pas. Et paradoxalement, le fait d'être en télétravail, le lien social, en fait, il a augmenté. Parce qu'on n'est plus sur, finalement, un lien subi, dans le sens où quand on va en entreprise, on a des relations subies avec les personnes. Mais finalement, on a un lien choisi. On a beaucoup plus de temps pour des activités extra-professionnelles. Le fait de, nous, Tixéo, juste à l'origine, il y a 6 ans, on a basculé en télétravail à cause des transports à Montpellier, parce que c'était des bouchons pas possibles. Hein. Ça a été un des facteurs qui est déclencheur. C'est 2 heures de transport qu'on a gagné. C'est 2 heures de temps, de vie, de lien social, dans des activités extra-professionnelles. Et au final, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on a moins de lien social. Au contraire, on gagne du temps, donc on a plus de temps pour voir d'autres gens. Jean-Michel, si je vous demande de sortir un petit peu votre boule de cristal et de nous dire un petit peu ce que vous voyez comme évolutions dans les 12 à 24 mois en termes de techno ou d'usage. En termes d'usage, nous, on a un club utilisateur où on travaille en fait avec nos clients à la roadmap. Régulièrement, on fait des points avec eux, savoir ce qu'ils veulent dans l'outil. Les 2 dernières choses qu'ils nous ont demandé, c'est aussi par rapport à même si je suis joignable en permanence, si mes collègues peuvent m'appeler, il n'y a aucun problème, j'adore parler avec eux, et parfois j'ai des moments j'ai besoin de me concentrer. Donc là, ils nous ont demandé des choses très finement pour indiquer ma disponibilité, c'est-à-dire mettre mon statut vraiment sur la Digital Workplace pour indiquer, ok, là c'est bon, vous pouvez m'appeler, je vais être là, je vais répondre. Par contre, je suis en train de travailler sur un dossier, là, laissez-moi 1 heure, pas d'appel, même pas de chat. Et donc mes collègues vont le voir, ils peuvent m'envoyer des messages, ils peuvent intervenir, mais ça va être bloqué pour moi, ça va me laisser me concentrer. Et puis après, je reprendrai quand je pourrai reprendre. Et il y a une chose, quand on parle de travail hybride tout à l'heure, il y a aussi les entreprises qui sont en train les organisations qui sont en train de se poser des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos bureaux? Il y a 2 problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de nos bureaux? Et où vais-je trouver les gens? Où sont mes collègues? Est-ce qu'ils sont en télétravail? Est-ce qu'ils sont au bureau? Sur quel siège? Donc là, on est en train de travailler sur et intégrer ça à la Digital Workplace. C'est un système qui permet de trouver les gens, d'indiquer où on est. Alors ça, c'est intéressant parce que je sais que Nicolas ne sera pas au bureau aujourd'hui et donc il est en télétravail. Je vais faire une visio, je ne vais pas aller le voir à la machine à café. Et puis pour les entreprises, c'est intéressant de voir l'utilisation, les statistiques d'utilisation des bureaux. Peut-être qu'il y a une réorganisation des bureaux qui resteront pour les entreprises. Moi, je crois aussi que pour l'instant, chez nos clients, en tout cas chez les clients Jalios, il n'y a pas tellement de frog. On est plutôt sur du travail hybride et c'est comment on fait travailler l'hybridation. Il reste un dernier point, un 3e si j'ai le temps, c'est comment est-ce qu'on fait le lien de la visio. Il y a des choses hyper intéressantes qui vont être communiquées comme ça en visio, avec mes clients, avec mes collègues. On est en train de travailler sur un projet. Comment est-ce qu'on récupère ce qui se passe et ce qui est intéressant et qu'on va le capitaliser dans un espace, dans une jet, dans une foire aux questions, dans une boîte à idées et qu'on va capitaliser cette information pour la retrouver. Parce que si l'information elle est juste échangée en visio et que personne ne la note ou personne ne fait l'effort de la réécrire, elle est perdue. Et il n'y a plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une visio, on note il n'y a plus forcément de CR après une visio. Alors que quand on est présentiel, c'est la première chose qu'on faisait, qui prend les notes. Là, en visio, personnellement, nous, ça se fait plus jamais. Mais donc on compte sur l'enregistrement, mais comment est-ce qu'on utilise l'enregistrement après intelligemment pour le faire? Ça, je pense que c'est une des choses qu'on va voir. Indexation, voilà. Etc. Ça peut aller très loin. Ah. Ça peut être de l'indexation, récupérer le contenu intéressant. Déjà, y donner accès. Il y a des solutions pour récupérer l'enregistrement. C'est très, très compliqué. Et comment est-ce qu'on récupère cet enregistrement pour le mettre en lien avec les informations qu'on a déjà dans la Digital Workplace? Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc, il y a du pain sur la planche. Hein. Oui, tout à fait. Renaud, je reviens sur l'idée de Tixéo que j'ai trouvé vraiment très très originale. J'ai une question quand même sur le passage à l'échelle, parce qu'on voit bien l'utilisation de Tixéo pour quelques poignées de collaborateurs. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine, je crois, mais si je bosse à la Société Générale, chez Total, chez Orange, je vais peut-être avoir du mal, même ou pas assez de place sur l'écran pour avoir 150 000 bulles. C'est quoi la typologie de clients et comment est-ce que l'organisation doit s'adapter ou le produit doit s'adapter à l'organisation d'entreprise? Alors, la typologie des clients. Alors, déjà, on a beaucoup de clients qui l'utilisent en mode normal, c'est-à-dire en mode normal visio, comme on peut connaître. Mais pour les utilisateurs qui l'utilisent en mode fusion, donc c'est ce mode connecté toute la journée où vraiment on crée un lien avec son équipe continue.
Pour ce mode-là, l'idée, c'est de dématérialiser une équipe entière. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, finalement, ce qu'il faut dématérialiser, c'est une équipe. Le collaborateur, il va travailler avec toute l'entreprise. Il va travailler toujours avec les mêmes collaborateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est dématérialiser les équipes. Et voilà. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de dématérialiser ces équipes de manière complète et entière. Alors, si c'est du travail hybride, c'est les mêmes jours en télétravail et les mêmes jours en présentiel au même moment pour toute l'équipe. Ce qui n'est pas fait actuellement, les entreprises, elles coupent en deux l'équipe, elles mettent une partie en télétravail, une partie en présentiel. Ça, faut pas le faire. Conseil véritable, ça crée des biais. Hein. Ça crée des biais, ces histoires d'avoir une partie en présentiel et une partie en télétravail. Bertrand, avant de donner la parole à la salle, on a vécu tous un tas de changements importants pendant cette période. Est-ce que selon vous, ils sont irréversibles ? Irréversible, non. On a apporté des nouveaux modes de travail, des nouvelles façons de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Pour moi, je pense qu'on revient un peu en arrière sur le full remote qui a été forcé, qui a apporté des choses et qui est intéressant sur différents aspects. Et je suis d'accord sur le découpage des équipes et surtout pas de découper une équipe en deux équipes en plus. Voilà. Qui mine de rien, finalement, dans l'organisation des bureaux, à un moment, c'était, non, il faut que je remplisse à la moitié du bureau, donc c'est simple, je coupais l'équipe, une partie début de la semaine et l'autre fin de semaine. Voilà. Sauf que c'était pas la bonne logique, on est d'accord. Donc je pense qu'on va vraiment aller faire une hybridation de ce mode de travail. Il y a nous, dans l'informatique, effectivement, sur la partie vraiment de développement, c'est plutôt facile de pouvoir travailler en remote parce que on est habitué déjà à l'outil, on échange et on n'a pas forcément besoin d'intervenir physiquement quelque part. Voilà. Sur l'activité infra, c'est encore autre chose. Donc ça va évoluer, on le voit, ça se met en place. Les petites structures sont peut-être plus agiles, encore une fois, que les grosses qui ont des process un peu plus longs, voilà, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va vers cette hybridation et on va voir comment ça se passe, en espérant que déjà la partie Covid s'en aille. On en saura un peu plus ce soir. Voilà. Bien. Le moment est venu de laisser la parole à la salle pour poser les questions qui leur brûlent les lèvres. Alors, je sais que la première question est toujours la plus difficile à poser, donc on va ne pas la poser. On ne la pose pas du tout et on passe directement à la deuxième question. Qui veut poser la deuxième question alors ? Non plus. Alors, c'est beaucoup de timidité. Peut-être un petit mot de conclusion, Jean-Michel, sur comment vous voyez les choses et voilà, est-ce que le monde de demain ressemblera au monde d'aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a le télétravail est devenu. Avant, c'était une idée. Il y avait des entreprises sur lesquelles on ne parlait pas du tout du télétravail. C'était impossible de faire du télétravail. C'était un gros mot. Voilà, c'était un gros mot. Et même maintenant, dans le public, dans les mairies, dans les régions, vraiment, là, il y a du télétravail. Il y a des gens qui commencent à se faire. Je crois que les outils sont à peu près tous là. Ils vont s'améliorer, on va ramener des choses, faire des choses un peu plus intelligentes. Je pense que ça va être des habitudes aussi de parler d'accompagnement. Et enfin, même si nous, on vend un outil, on le dit toujours, il y a de l'accompagnement important, du parcours utilisateur qui est à mettre en place. Donc il ne faut pas croire que juste prendre l'outil, ça va être magique et on va y passer. C'est le chemin d'aller vers le travail, mais il faut accompagner les gens, il faut réfléchir aussi, on parlait de projet, mais il faut réfléchir comment on va mettre les outils en place. Parce que nous, chez Jalios, on dit construisons ensemble vos digital workplace. Pourquoi ? Parce que la digital workplace qu'on va mettre en place chez le client A ne sera pas la même qu'on mettra en place chez le client B. Et je pense que si la digital workplace peut faciliter ce télétravail et voir le travail hybride, il faut aussi que ce soit adapté à chaque fois aux clients, ce que disait Bertrand aussi, Réad. Et pour terminer, Renaud, un petit bout de conclusion. Renaud, je ne vous entends plus. Vous nous entendez ? Ça y est. Voilà. Je pense que le challenge n'est pas technologique, les outils sont là. Le challenge est plus organisationnel et voire psychologique dans l'entreprise pour développer le télétravail au sein de l'entreprise. C'est vraiment, moi je me rappelle il y a 6 ans, la bascule en 100% de télétravail, et il n'y avait pas de Covid, hein, c'était pas forcé, c'était voulu.
Mais même en étant voulu, c'était ouah, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que la bascule, elle est difficile ou pas? C'était pas évident. Et ça, cet aspect psychologique, cet aspect ensuite, avec une conséquence organisationnelle, c'est l'aspect en fait le plus difficile la propagation du télétravail. Je crois qu'on a une petite question dans la salle. Oui, c'est une question pour Renaud Guiège, justement. Je voulais savoir, vous avez déjà donc une certaine pratique. Je pense qu'entre-temps, vous avez peut-être embauché de nouvelles personnes dans la société. Est-ce que la question d'intégrer de nouveaux collaborateurs en distanciel, est-ce qu'elle est aussi simple? Comment vous la gérez? Parce que c'est un vrai problème. Il y a tout un tas il y a une vie informelle qui permet d'intégrer les gens facilement à la vie de bureau. Et là, pour le coup, à distance, ça ne se fait pas tout à fait de la même façon. Est-ce que vous avez une méthode pour ça, justement, pour embaucher à distance en télétravail? Alors, avant le Covid, toutes les embauches, on faisait les 2-3 entretiens préparatoires en visio et après le dernier entretien en présentiel, où c'était très important de voir la personne en présentiel. Et là, pendant le Covid, on a fait toutes les embauches 100% en visio. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le onboarding. Cependant, nous, chez Tixéo, on a un petit truc qu'on a mis en place, alors, qui nous coûte cher au final, hein, parce qu'on fait des économies de loyer, mais en contrepartie, ça nous coûte cher. C'est chaque 3 mois, on réunit toute l'équipe dans un lieu, un bel hôtel, où on mange bien, où on fait des activités. Et c'est là où chaque 3 mois, les nouveaux entrants voient les anciens. Et c'est 2-3 jours qu'on passe. C'est du team building, c'est des séminaires, c'est tout ce qu'on veut. Si ce n'est que chez Tixéo, en fait, le travail, il est dématérialisé. Et par contre, quand on se voit en vrai, c'est que pour passer du bon temps. Et on a fait cette logique de barrière. Le présentiel, c'est des trucs cool. Le télétravail, c'est le travail. Voilà. Et donc, ce rituel-là de chaque 3 mois se voir en présentiel pour passer du moment, il est hyper important. Et je peux vous dire que même Tixéo, on avait cette résilience d'être en télétravail pendant le Covid. Le fait de ne pas se voir pendant les 1 an à cause du confinement, ça nous a porté un coup. Ça nous manquait énormément. Et ça, c'est hyper important. Ce que je vous dis, c'est pas parce qu'on est 100% dématérialisé que le lien social n'est pas important. Et se voir en vrai pour passer du bon moment, c'est aussi très important. Belle conclusion, Renaud. Bertrand, un dernier mot? Non, moi c'était pour aller dans le même sens, effectivement, c'est que le lien physique aujourd'hui, il est quand même hyper important. On le voit aussi, avant le Covid, on a commencé à digitaliser beaucoup de choses, les banques en ligne, beaucoup de choses. Et finalement, on a perdu aussi un peu de relations, finalement. Enfin, ça dépend des personnes. Mais on a perdu la relation, les centres d'appel délocalisés, tous ces éléments-là. Les mairies, les centres administratifs, quand effectivement il faut faire des démarches. Alors c'est hyper pratique de pouvoir faire ma démarche en ligne, je suis d'accord. Et de temps en temps, on a besoin de voir la personne, d'échanger avec la personne, de dialoguer avec la personne. Et ce lien physique, on en a besoin. Voilà. Et moi, j'ai pas envie que demain, on se retrouve un peu comme Wall-E. Je ne sais pas si vous avez tous vu le dessin animé où finalement, effectivement, depuis mon siège, je fais tout, quoi. Voilà, je fais tout. Je suis effectivement ultra connecté avec tout le reste du spaceship de Wall-E. Mais voilà, on a besoin de ce lien social. Et mine de rien, de temps en temps, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent à se connaître sur des liens de travail pour demain former des vies, d'autres choses. Donc il y a un mix de tout ça, quoi. Voilà, qui est important. Bien. Écoutez, il me reste à remercier mes intervenants, Renaud Guiard, Bertrand et Jean-Michel. Merci à tous et puis bonne fin de salon. Merci, au revoir.